C'est l'heure de votre café politique. Vendredi, ça veut dire café politique à votre matinale. Il me fait plaisir d'accueillir à Caraquette François Gravel, éditorialiste responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour François. Bonjour Martine, bon retour au Café Politique. Merci. Ça serait important que je précise avant de commencer qu'il s'est passé pas mal de choses pendant votre absence. Il y a du nouveau à Washington et à Fredericton. Et pensez-vous vraiment que j'ai pas suivi quand même à distance ce qui s'est passé? Mais merci de me le rappeler. Jacques Poitras, journaliste de CBC à Fredericton, vous avez un meilleur sens du timing que moi probablement pour choisir vos vacances. Bonjour Jacques. Oui, vous n'avez pas fermé vos iPhones pendant vos vacances? Mais non, franchement. On va aller dans l'actualité pas si lointaine, messieurs, hier, avec cette annonce importante. Oui, les avortements chirurgicaux pratiqués à l'extérieur du système public, donc à l'extérieur des 3 hôpitaux où c'est possible de le faire à l'heure actuelle, seront remboursés. J'aimerais d'abord avec vous, Jacques, qu'on explore la portée politique, la portée historique politique de cette annonce-là, peut-être. Absolument. On ne peut pas sous-estimer comment important ce moment est. Cette politique, ce règlement a été adopté il y a envers 30 ans, spécifiquement pour empêcher le Dr. Henry Morgentaler d'ouvrir son clinique à Fredericton. C'était le gouvernement McKenna, un gouvernement libéral qui l'a adopté. Ils n'ont pas réussi parce que l'avortement était légal et encore, mais ils ont réussi à empêcher notre système public de payer pour les avortements dans cette clinique-là et dans aucune autre clinique qui aurait pu être ouverte à ce moment-là. Alors, au niveau symbolique, hier était vraiment la fin d'un saga de 35 ans. Le fameux commentaire de Frank McKenna qui disait que Dr. Morgentaler allait avoir le fight of his life, le combat de sa vie, s'il voulait ouvrir une clinique à Fredericton. Finalement, ce combat est terminé en faveur des cliniques. Il faut souligner aussi qu'il y a eu beaucoup de changements sur l'avortement récemment avec les avortements médicaux, avec des médicaments qui peuvent Par le être... biais d'une pilule, oui. Exactement. Et ces avortements-là constituent maintenant 70% des avortements dans la province. Ce que certains experts disent baisse un peu la demande pour la procédure dans des hôpitaux. Alors, ça ne va pas nécessairement dire qu'il va y avoir des cliniques où il va avoir besoin des cliniques partout dans la province parce que cette demande diminue, mais quand même, c'est un moment historique et c'était intéressant de voir toutes le monde, en particulier les femmes, la majorité des femmes, qui étaient là hier, qui ont assisté à l'annonce, qui ont lutté pour cette décision pendant des décennies. Absolument. Puis, François Gravel, qu'est-ce que ça propose de la part de la première ministre que de décider de faire de sa première annonce ça? C'est-à-dire, c'est quand même déjà de dire voici la marque que je veux laisser. Ah oui, tout à fait. C'est très symbolique qu'elle ait choisi cette mesure-là. Il y a plusieurs choses que la première ministre a annoncé qu'elle voulait faire le plus rapidement possible, immédiatement. Elle a choisi les restrictions à l'avortement. Je ne crois que ce n'est pas accidentel du tout. C'est un choix politique. C'est voulu. On a voulu marquer le coup de façon importante en étant présent en très grand nombre avec l'entièreté, en fait, du caucus, du Conseil des ministres. Ça aussi, c'est intéressant à voir. Jacques l'a bien expliqué. L'avortement, ça a été longtemps, celui-là encore jusqu'à un certain point, j'imagine, extrêmement controversé. Là, on a une annonce majeure aujourd'hui, certains diront même historique, mais on n'a pas vu de personnes qui étaient gênées d'être présents là ou qui étaient sous pression de critiques. Au contraire, tout le monde était là, ça riait, ça souriait, ça applaudissait la mesure. Donc, Mme Holt était là avec le document présentant la fin des restrictions. Elle s'est fait prendre en photo avec. Donc, il y a une fierté ici. Évolution extrêmement importante. On a parlé de Frank McKenna, mais quand Brian Gallant est intervenu au début de son mandat,
en 2014 et qu'il a ensuite mis fin à plusieurs des restrictions à l'avortement. Je pense notamment à la fameuse règle des 2 médecins. C'était beaucoup plus controversé que qu'est-ce que Mme Holt vient de faire aujourd'hui. Il y avait eu un vent de face, M. Galland. Il y a eu des pressions importantes. Il avait tenu son bout et finalement, il avait agi, mais pas jusqu'au bout. Justement, il n'avait pas été jusqu'à enlever la fameuse règle qui interdisant le remboursement de l'assurance maladie. Mme Holt, c'est intéressant aussi de préciser qu'elle a dit que ce n'est qu'un premier pas. Il y a une volonté d'offrir le service dans plusieurs régions parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui change concrètement là, concernant l'accès à l'avortement. Rien n'est différent aujourd'hui par rapport à hier. Mais Mme Holt souhaite que ça aussi, ça évolue et pas nécessairement uniquement avec des cliniques d'avortement traditionnelles comme on le voyait avec le Dr Morgan tout à l'heure. On pourrait voir carrément dorénavant un médecin ou des médecins infirmières qui ont déjà une clinique, qui offrent déjà des services dans des régions et qui rajouteraient ce service-là à leur offre. Alors, c'est un changement important qui vient de se produire au Nouveau-Brunswick. Je veux juste ajouter rapidement qu'une raison pourquoi c'était le premier aussi, c'est très facile, c'est très rapide. Changer un règlement, ça prend une décision du cabinet et non pas un projet de loi avec 3 lectures et comités et tout ça. Alors, ils étaient capables de le faire vite aussi. Très bonne précision. On va passer à notre deuxième café. Sur un autre sujet où Mme Holt ne s'est peut-être pas précipitée pour se faire prendre en photo cette fois-là. La prise de position qu'elle aura peut-être plus clairement sur la taxe carbone à venir, parce que le chef libéral en Nouvelle-Écosse, qui est en campagne électorale, Zach Churchill, il a revendiqué l'appui de son homologue du Nouveau-Brunswick, de la première ministre Holt, sur un élément important de sa plateforme électorale. Il a dit en lieu et place de la taxe carbone, nous autres, on va se faire un marché du carbone atlantique. Puis Mme Holt, elle est d'accord avec moi. François Gravel, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode cette semaine? Susan Holt et son nouveau gouvernement ont une très bonne idée où ils veulent aller de façon générale, où ils veulent amener le gouvernement, le Nouveau-Brunswick, mais pas sur la taxe carbone. J'ai vraiment l'impression que sur le dossier de la tarification du carbone, ça sent beaucoup l'improvisation. Je crois qu'une priorité des libéraux pendant la campagne électorale, c'était de se distancer de Justin Trudeau à tout prix, de ne surtout pas laisser la taxe carbone du fédéral plomber leur campagne au provincial. C'est pourquoi Mme Holt était jusqu'à promettre de la modifier, peut-être la remplacer, mais de quelle façon exactement? Honnêtement, je serais encore incapable de vous le dire aujourd'hui. J'ai reçu, moi, Susan Holt avec l'équipe de l'Acadie Nouvelle, la rencontre éditoriale. J'ai lu son programme électoral et encore aujourd'hui, je suis incertain vraiment de quelles sont ses intentions. On lui avait demandé au journal si elle était ouverte à l'idée d'un marché du carbone comme au Québec. Elle nous avait dit que non, que ce ne serait pas quelque chose de bien pour l'économie de la province. Mais là, maintenant, elle démontre de l'intérêt pour le plan proposé par les libéraux de la Nouvelle-Écosse. Les libéraux qui, par ailleurs, étaient dans l'opposition au moment du déclenchement des élections, qui ne sont pas les favoris pour l'emporter. Alors, ne retenez pas votre souffle pour le marché du carbone de l'Atlantique. On est encore loin de ça, mais je pense que c'est Jacques qui l'a dit au Café politique il y a quelques semaines. Mme Holt nous donne l'impression, en fait, de gagner du temps en attendant que Pierre Poilievre règle son problème et élimine tout bonnement la tarification du carbone. Vous êtes toujours de cet avis-là, Jacques Poitras? Oui, absolument. La difficulté pour Susan Holt, c'est qu'elle elle aimerait avoir un système qui enlève le prix des consommateurs, mais qui conforme aux standards fédéraux. Et vraiment, la seule qu'on a, c'est le marché ou bourse de carbone, comme au Québec, où les émetteurs qui dépassent un cap doivent acheter des crédits qui sont gagnés par des émetteurs qui restent dessous le cap. Zach Churchill ne parle pas du système québécois, d'un système atlantique. Une solution pour Mme Holt, ça serait d'attacher le Nouveau-Brunswick au marché québécois. Ça pourrait être fait très vite, mais je me demande si ce système-là, qui met beaucoup de le prix sur les grands émetteurs, aurait un impact sur une certaine raffinerie de l'huile à Saint-Jean. Je ne sais pas de quelle vous parlez. Ça commence avec une voyelle. Qui peut-être pourrait faire du lobbying contre cette idée-là. Alors, l'idée d'un marché régional est intéressante, mais jusqu'à temps que, comme François dit, que Zach Churchill devient premier ministre de la Nouvelle-Écosse, ce qu'on n'attend pas vraiment, c'est vraiment une idée hypothétique. On va passer au troisième sujet. Et non le moindre, j'ai le goût de dire. Bon, c'est pas juste le Canada étant le voisin direct qui a suivi l'issue de l'élection américaine. Donald Trump refait son chemin à la Maison-Blanche.
Un impact difficile peut-être à mesurer déjà, mais on sent bien les groupes d'intérêt les plus touchés, là, être sur leur garde, poser les questions et étaler quels sont déjà les rapports qu'on a entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Notamment, Jacques Poitras, un partenaire économique important avec la presque totalité des exportations qui se rendent aux États-Unis. Absolument. L'entente sur le libre-échange doit être renégociée en 2 ans, en 2026. Et le gouvernement Trudeau, avec l'appui de toutes les provinces, une vraie coalition multipartisane, a réussi à convaincre Trump de abandonner sa position de déchirer l'entente et au lieu de le renégocier avec des changements assez favorables pour le Canada. Est-ce que le Canada va pouvoir le faire une deuxième fois maintenant que Donald Trump est, disons, moins modéré qu'il était la première fois? Je pense aussi qu'il y a des leçons politiques. Il y a plusieurs facteurs dans cette victoire-là qui étaient en fait très serrés si on regarde la vote populaire. Mais les gouvernements sortants, on sait déjà, ont beaucoup de misère cette année avec l'inflation, l'économie, le prix, tout ça. Dans un certain sens, et ça va être très controversé, Donald Trump était le Susan Holt de cette élection-là qui penchait sur les enjeux, le coût de vie quotidien des électeurs, pendant que l'autre candidat parlait des autres enjeux. Trump parlait de ces enjeux-là et cette vent de changement l'a appuyé. On peut comparer Blaine Higgs, qui parlait de beaucoup d'autres choses, à Kamala Harris, qui n'a pas réussi vraiment à convaincre assez d'électeurs qu'elle allait changer le prix de cette panier d'épicerie dont tu parlais. C'est assez intéressant. François, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les réactions des chefs d'État, mais aussi des premiers ministres. Certains ont félicité, ont tendu la main, c'est important de travailler. Au Nouveau-Brunswick, il y a le chef David Coon qui a dit qu'il va être important pour Susan Holt de prendre un rôle important au sein de ce forum qui existe avec les politiciens de la Nouvelle-Angleterre, de voir la suite des relations avec les États-Unis. Est-ce que c'est réellement important, à votre avis? Oh oui, la relation entre le Nouveau-Brunswick et le Canada, les États-Unis, c'est extrêmement important. C'est plus de 90 de nos exportations qui prennent la direction des États-Unis. Et elle n'aura pas le choix, Mme Holt. Elle va être engouffrée, elle aussi, dans cette tempête qui s'annonce. Hier soir, j'ai été lire des articles publiés au Nouveau-Brunswick à la suite de la première élection de Donald Trump, il y a maintenant 8 ans. Et le premier ministre du Nouveau-Brunswick était Brian Gallant. Et je suis tombé sur un article de la presse canadienne qui était intitulé Trump est une menace, selon Brian Gallant. Et je ne crois pas que Mme Holt va aller faire une telle déclaration. Mais dans une conférence de presse, à l'époque, Brian Gallant avait déclaré, puis là, j'ouvre les guillemets ici, j'ai le texte devant moi, la présidence de Trump et ses positions protectionnistes représentent le plus grand danger pour l'économie du Nouveau-Brunswick. Je ferme les guillemets. Monsieur Gallant a rappelé dans cette entrevue-là, justement, que le Nouveau-Brunswick est la province qui dépend le plus du commerce avec les États-Unis. Et tout ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, si Donald Trump impose un mur tarifaire de 10 comme il a annoncé qu'il voulait le faire, ça va faire mal à l'économie de la province. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même si, de l'autre côté, j'aime rappeler que Donald Trump n'a pas inventé les tarifs. Il y en a déjà dans plein de milieux, le bois d'œuvre notamment, et on s'habitue de plus en plus à ça. Mais ne faisons pas semblant qu'il n'y aura pas d'impact. Il va y en avoir un, et ça va toucher, évidemment, le Nouveau-Brunswick et donc le gouvernement Holt. À l'époque, Brian Gallant avait fini par injecter 20 millions de dollars pour améliorer la compétitivité de nos entreprises à l'échelle internationale. On se souvient qu'il avait rencontré aussi le secrétaire au commerce de Donald Trump à l'époque pour essayer de le convaincre de ne pas mettre son mur tarifaire. Finalement, ça n'avait pas changé grand-chose. Et Mme Holt risque de s'apercevoir, elle aussi, que son influence à Washington risque d'être très faible. Merci pour le rappel dans l'histoire. C'est important. Merci, François. On passe au café de nos collègues du Café politique. Alors, quel événement, quelle personne est un peu passée sous le radar de ce segment, mais qui mérite quand même une bonne tasse de café? Jacques Poitras, cette semaine? Café très concis pour la direction du Parti PC du Nouveau-Brunswick qui convoque une réunion annuelle cette semaine qui ne va pas laisser les journalistes dans la salle pour écouter les discussions.
J'ai assisté à plusieurs congrès PC pendant des années où on a vu des débats sur les politiques, des débats sur le rôle de Chris Austin dans le caucus il y a 2 ans, où plusieurs militants francophones lui posaient des questions difficiles. Tout ça est passé publiquement en vue des médias et un parti qui a la confiance en soi-même peut faire cela. Alors, c'est triste à voir que les PC ont pris cette décision cette semaine. Aussi, un café corsé pour Margaret Melanson, PDG de la Régie de santé Horizon. Hier, pendant l'annonce sur l'avortement, John Dornan, l'ancien PDG, a reconnu que peut-être Horizon a manqué certaines informations, certains patients quand il disait en 2020 qu'il y avait assez d'accès à la procédure dans les hôpitaux. Hier, Margaret Melanson a accueilli favorablement l'annonce de Susan Holt, dit que c'est encourageant. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les déclarations des régies quand ça semble qu'ils se confondent le gouvernement au pouvoir? On va manquer de temps pour François. Allez-y, vous avez 40 secondes. 2 cafés corsés au super ministre René Legacy, qui s'est vu confier 2 ministères extrêmement importants, les finances et l'énergie. On pourrait même lui rajouter un 3e café. Il est aussi vice-premier ministre. Et même, dans le fond, un 4e café pour M. Legacy, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup de cas, mais il a hérité de la responsabilité de la loi d'accès à l'information du Nouveau-Brunswick, une loi extrêmement faible, pleine de trous. Et c'est M. Legacy qui aura le mandat de l'améliorer. Comme c'est le numéro 2 du gouvernement, ça montre que c'est un dossier important pour Mme Holt. Je trouve ça très intéressant. Je vous remercie beaucoup tous les deux. On se dit à vendredi prochain. À vendredi. Au revoir. On continue de lire les éditoriaux de François Gravel dans l'Acadie Nouvelle et les reportages de Jacques Poitras à CBC. Alors voilà pour notre café politique de cette semaine, disponible sur YouTube, disponible également en rappel via l'application audio si vous en avez manqué un petit bout. N'hésitez pas d'aller le retrouver en rattrapage, en audio ou en visuel.